Le commissariat baignait dans une atmosphère lourde et étouffante, comme si chaque détail, du bourdonnement des néons à l'écho des pas dans les couloirs, participait à une tension qui ne cessait de croître à mesure que l'enquête avançait. Dans une salle d'interrogatoire impersonnelle, Jérémy était assis face aux enquêteurs, les épaules légèrement voûtées, encore marqué par l'arrestation brutale qui venait de bouleverser sa réalité en quelques heures seulement. Rien, quelques instants auparavant, ne laissait présager une telle bascule. Pourtant, un simple témoignage avait suffi à transformer un homme encore libre en principal suspect d'un homicide. Un voisin, sorti pour descendre ses poubelles, avait affirmé avoir assisté à une scène troublante, décrivant une altercation entre Isor et un homme dont l'attitude lui avait immédiatement semblé inquiétante, tant la tension émotionnelle entre les deux paraissait intense. Lorsque ce témoin avait été confronté à une série de photographies, son hésitation n'avait duré qu'un instant, et le visage de Jérémy s'était imposé comme une évidence, scellant ainsi le début de sa descente dans un engrenage judiciaire dont il ne maîtrisait plus rien. Dans le même temps, au cœur du commissariat, Clément Baker faisait face à une situation qu'il redoutait plus que toute autre, car elle l'obligeait à conjuguer deux réalités inconciliables, son rôle de policier et celui d'oncle. Habitué à garder une distance froide et méthodique face au suspect, il se retrouvait cette fois confronté à un dilemme intime, incapable d'ignorer que celui qui se trouvait désormais au centre de l'enquête appartenait à sa propre famille. Cette proximité rendait chaque élément du dossier plus lourd, chaque indice plus difficile à analyser avec objectivité, comme si la logique même de son métier vacillait sous le poids de l'émotion. Conscient du danger que représentait cette implication personnelle, Baker tentait de préserver une forme de rigueur professionnelle, mais ses certitudes s'effritaient progressivement à mesure que les faits s'accumulaient. Il connaissait trop bien les mécanismes de l'interrogatoire et les réactions des suspects pour ne pas envisager l'hypothèse que Jérémy puisse mentir, non par culpabilité nécessaire, mais par peur ou par instinct de protection. Cette idée, persistante, s'imposait à lui avec une brutalité qu'il ne parvenait pas à repousser, alimentant une inquiétude qu'il dissimulait difficilement derrière son apparente maîtrise. Dans cette tentative de garder un certain contrôle sur la situation, Baker avait envisagé une solution qui lui paraissait encore acceptable, demander à Janet Lewis d'intervenir auprès de Jérémy afin de l'encourager à être sincère dans ses déclarations, espérant que la parole d'une personne extérieure mais bienveillante pourrait faire tomber les dernières résistances. Toutefois, la réaction de Janet avait été sans ambiguïté, car elle avait refusé de s'impliquer, estimant ne pas avoir la légitimité nécessaire pour intervenir dans un contexte aussi délicat, d'autant plus que les événements récents rendaient toute intervention émotionnellement inconfortable pour elle. Ce refus laissait Baker seul face à ses interrogations, accentuant encore davantage le sentiment d'isolement qui commençait à l'envahir. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, Aude et Manu Léoni poursuivaient leur travail avec la rigueur qui les caractérisait, cherchant à démêler la vérité au-delà des apparences et des déclarations de façade. Face à eux, Jérémy tentait de reconstruire le fil des événements, expliquant que la scène décrite par le témoin ne correspondait pas, selon lui, à une véritable dispute, mais plutôt à une conversation difficile, marquée par une révélation inattendue qui avait profondément affecté leur relation. Au fil de ses explications, il évoquait le moment où Isor lui avait confié avoir cédé à la pression d'un ancien compagnon, un professeur basé à Montpellier, qui exerçait sur elle une forme de chantage affectif dont elle n'avait pas réussi à se libérer. Cette confession avait provoqué chez lui une réaction de douleur et de colère, qu'il reconnaissait sans chercher à la minimiser, tout en insistant sur le fait qu'il avait rapidement repris le contrôle de lui-même et présenté ses excuses pour s'être emporté. Dans son récit, il décrivait ensuite une séparation sans violence, chacun reprenant son chemin, convaincu que la situation, bien que difficile, n'avait pas dégénéré au point de devenir irréversible. Cependant, malgré la cohérence apparente de son discours, les éléments matériels continuaient de poser question, car le témoignage, la chronologie et les circonstances entourant la mort d'Isor semblaient dessiner une trajectoire plus inquiétante que celle qu'il décrivait. Cette divergence entre les faits et les déclarations alimentait le doute des enquêteurs, qui, sans l'accuser directement, poursuivaient leurs interrogations avec une vigilance accrue, attentifs aux moindres détails susceptibles de révéler une incohérence. Dans un autre lieu, à l'écart de cette pression policière mais tout aussi chargée de tension, la prison offrait un décor où les équilibres restaient précaires et instables. Ève y assurait son cours de français avec l'intention de maintenir un semblant de normalité, mais l'atmosphère qui régnait parmi les détenus témoignait d'un climat tendu, marqué notamment par les relations conflictuelles entre Alice et Armel, dont les échanges silencieux suffisaient à installer une hostilité latente. À la fin de la séance, alors que les détenus quittaient progressivement la salle, un détail attira l'attention d'Ève,
car un message discrètement inscrit sur un document pédagogique révélait un numéro de téléphone, identifié comme celui de Romain. Ce simple élément, en apparence anodin, éveillait chez elle une curiosité mêlée d'inquiétude, car elle comprenait immédiatement qu'il s'agissait d'un moyen de communication détourné, susceptible de l'impliquer dans une situation qu'elle ne maîtrisait pas. Malgré cette conscience du risque, Eve choisissait d'agir, portée par une forme de responsabilité implicite envers les détenus qu'elle accompagnait. Elle se rendait alors dans une casse où travaillait Romain, un environnement brut et bruyant qui contrastait avec la retenue qu'elle tentait de maintenir, et lui remettait le message d'Alice en lui proposant de transmettre une réponse si nécessaire. Toutefois, la demande de Romain dépassait rapidement ce cadre, puisqu'il exprimait le souhait d'utiliser ce canal pour des échanges plus conséquents que de simples lettres, suggérant ainsi une implication plus profonde et potentiellement dangereuse. Parallèlement, au commissariat, la situation de Jérémy atteignait un point critique avec son arrestation officielle, effectuée sous les regards lourds de ceux qui suivaient l'affaire, transformant définitivement son statut en celui d'un suspect central. Dans ce contexte, Claudine intervenait avec une détermination sans faille, décidée à assurer sa défense et à contester chaque élément susceptible de l'accabler, convaincue de son innocence et refusant toute forme de compromis face aux accusations. La confrontation entre Claudine et Baker ne tardait pas à éclater, révélant des tensions profondes qui dépassaient largement le cadre de l'enquête, car derrière leurs échanges se dessinaient des blessures anciennes et des désaccords persistants quant à la manière d'affronter les épreuves familiales. Claudine reprochait à Baker son retrait, interprétant cette décision comme une forme de lâcheté, notamment dans un moment où la solidarité familiale aurait dû, selon elle, primer sur toute autre considération. Face à cette accusation, Baker se retrouvait dans une position délicate, conscient que sa décision, bien que dictée par un souci d'éthique professionnelle, pouvait être perçue comme un abandon, ce qui accentuait encore le conflit intérieur qu'il tentait de contenir. Dans ce face-à-face, aucun des deux ne parvenait réellement à convaincre l'autre, et la fracture entre eux semblait s'élargir, nourrie par des incompréhensions accumulées au fil du temps. Ainsi, tandis que l'enquête avançait et que les tensions s'intensifiaient, chaque personnage se retrouvait confronté à ses propres limites, oscillant entre loyauté, doute et instinct de survie, dans un contexte où la vérité, encore insaisissable, continuait de se dérober derrière les apparences. Au fil des heures, la pression ne cessait de monter autour de l'affaire Izor, comme si chaque nouvelle information venait resserrer un peu plus l'étau autour de Jérémy, dont la position devenait de plus en plus fragile malgré ses efforts pour maintenir une version cohérente des événements. Dans les couloirs du commissariat, les discussions se faisaient plus discrètes mais aussi plus lourdes de sens, car chacun comprenait que l'enquête venait de franchir un cap décisif, transformant une simple piste en accusation sérieuse. Dans la salle d'interrogatoire, l'échange entre les enquêteurs et Jérémy se poursuivait avec une intensité croissante, alimentée par la nécessité de confronter les déclarations aux éléments recueillis. Aude adoptait une posture méthodique, presque clinique, en reprenant point par point le déroulement de la soirée, tandis que Manu Léonie observait attentivement les réactions de Jérémy, cherchant à détecter la moindre faille dans son récit. Jérémy, quant à lui, semblait s'accrocher à sa version comme à une ligne de survie, répétant que la conversation avec Izor, bien que difficile, n'avait jamais dépassé un certain seuil de tension, et qu'il avait quitté les lieux sans imaginer une seule seconde que la situation pourrait se transformer en drame. Il insistait sur le fait qu'il ignorait l'identité exacte de l'homme avec qui Izor avait renoué, se limitant à évoquer un professeur de Montpellier, ce qui introduisait un nouvel élément dans l'enquête, susceptible d'ouvrir une autre piste. Cette mention, bien que brève, ne passait pas inaperçue, car elle suggérait que Jérémy n'était peut-être pas le seul à avoir eu un mobile émotionnel, ce qui complexifiait l'analyse des faits. Toutefois, en l'absence d'éléments concrets permettant d'identifier cet individu, les enquêteurs restaient focalisés sur la seule personne formellement liée à la victime dans les dernières heures de sa vie. Dans le même temps, une autre décision venait bouleverser l'équilibre de l'enquête. Clément Baker, conscient de l'impossibilité de concilier ses responsabilités professionnelles avec son implication personnelle, annonçait officiellement à Cécile Alphand qu'il se mettait en retrait du dossier tant que Jérémy resterait impliqué. Ce choix, bien que conforme aux règles, résonnait comme un aveu d'impuissance, voire comme une défaite intérieure pour un homme habitué à maîtriser chaque situation. Cette mise à l'écart ne passait pas inaperçue et suscitait des réactions contrastées, certains y voyant une preuve d'intégrité, d'autres une fuite face à une réalité trop difficile à affronter. Pour Baker lui-même, cette décision s'accompagnait d'un sentiment d'inquiétude persistant, car se retirer signifiait aussi perdre tout contrôle sur une affaire qui concernait directement sa famille. Parallèlement, Claudine intensifiait son engagement dans la défense de Jérémy,
adoptant une stratégie offensive visant à démonter les accusations et à rappeler l'absence de preuves irréfutables. Sa détermination se nourrissait d'une conviction profonde, mais aussi d'une colère latente envers Baker, dont elle ne comprenait pas la posture, estimant qu'il aurait dû se battre aux côtés de son neveu au lieu de se retirer. Cette opposition frontale révélait des tensions anciennes, et chaque échange entre eux semblait raviver des blessures enfouies, transformant l'affaire judiciaire en un conflit personnel où les enjeux émotionnels prenaient une place considérable. Claudine, en particulier, refusait toute forme de compromis, persuadée que la vérité finirait par éclater et que Jérémy serait innocenté, tandis que Baker, malgré ses doutes, ne parvenait pas à retrouver la certitude qui lui permettrait de prendre clairement position. Dans un registre totalement différent mais tout aussi chargé de conséquences, la situation d'Eve évoluait dans une direction incertaine. Après avoir remis le message d'Alice à Romain, elle se retrouvait confrontée à une demande implicite qui dépassait largement le simple rôle de messagère, car Romain cherchait à établir un canal de communication plus direct et plus efficace, laissant entrevoir des échanges potentiellement risqués. Eve, consciente du danger, hésitait intérieurement, partagée entre son désir d'aider et la peur de s'impliquer dans une situation qu'elle ne contrôlait pas. Cette hésitation révélait une fragilité nouvelle, car elle se trouvait progressivement entraînée dans un univers où les règles habituelles ne s'appliquaient plus, et où chaque décision pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Pendant ce temps, la vie extérieure continuait de suivre son cours, apportant des contrastes saisissants avec la gravité de l'enquête. Manu Léoni, malgré la pression professionnelle, tentait de maintenir une certaine normalité en poursuivant ses activités, notamment en accompagnant Charles à la boxe, une initiative qui, au-delà de l'aspect sportif, traduisait une volonté de créer un lien, de construire une dynamique différente dans un contexte souvent marqué par la tension. Les progrès de Charles dans cette discipline surprenaient même ceux qui ne croyaient pas en ses capacités, ce qui apportait une touche d'évolution personnelle au milieu des événements plus sombres. Cette progression trouvait un écho dans la proposition d'un dîner entre Eve et Charles, initialement refusée par ce dernier avant qu'il ne finisse par accepter, illustrant ainsi une ouverture progressive à de nouvelles relations. Dans le même temps, Muriel introduisait un autre élément en confiant son fils Thomas à Eve et en évoquant son souhait d'organiser un baptême, avec l'idée de choisir Charles comme parrain. Cette proposition, encore en réflexion, révélait une volonté de structurer un cadre familial, de donner du sens aux liens qui se tissaient entre les personnages, même si cette stabilité restait fragile face aux incertitudes ambiantes. Par ailleurs, l'impact de l'affaire Jérémy dépassait le cadre strict de l'enquête, touchant également d'autres personnages, comme lorsque Marc informait Paloma de la garde à vue de Jérémy, provoquant chez elle un choc émotionnel important. Cette réaction montrait à quel point l'affaire se diffusait dans l'entourage, affectant des personnes qui, bien que périphériques, se retrouvaient impliquées émotionnellement. Ainsi, tandis que l'enquête poursuivait son cours, chaque personnage évoluait dans une zone d'incertitude, confronté à des choix qui redéfinissaient progressivement les équilibres relationnels. Entre la pression judiciaire qui pesait sur Jérémy, le conflit entre Claudine et Baker, et l'engrenage dans lequel Eve semblait s'engager malgré elle, les lignes de fracture se multipliaient, annonçant des développements encore plus complexes à venir. À mesure que la nuit avançait, une fatigue sourde s'installait dans les esprits, mais elle ne parvenait pas à apaiser la tension qui s'était progressivement enracinée autour de l'affaire Isor. Au contraire, cette fatigue semblait accentuer la lucidité des uns et la nervosité des autres, comme si chaque personnage, confronté à ses propres limites, voyait ses certitudes vaciller sous le poids des événements. Dans une salle du commissariat, isolée du tumulte extérieur mais enfermée dans une pression intérieure croissante, Jérémy poursuivait son face-à-face avec les enquêteurs, dont la détermination ne faiblissait pas malgré les heures qui passaient. Aude reprenait méthodiquement les éléments du dossier, cherchant à confronter les détails du témoignage avec les déclarations du suspect, tandis que Manu Léoni se concentrait sur les nuances, attentif à ces micro-expressions qui, parfois, trahissent davantage que les mots eux-mêmes. Dans ce contexte, Jérémy apparaissait de plus en plus éprouvé, non seulement par la fatigue physique, mais aussi par la répétition d'un récit qu'il tentait de maintenir intact malgré les doutes qui l'entouraient. Il revenait sur les mêmes faits, sur cette soirée qui, à ses yeux, n'avait rien d'exceptionnel jusqu'à ce moment de tension provoqué par la confession d'Isor, comme s'il espérait qu'en répétant la même version, elle finirait par s'imposer comme une évidence incontestable. Cependant, ce mécanisme de répétition produisait un effet inverse sur les enquêteurs, car il donnait à son discours une rigidité qui pouvait être interprétée comme une tentative de contrôle, voire de dissimulation. Cette perception renforçait leur vigilance, les incitant à approfondir certains points restés flous,
notamment autour de l'identité de cet ancien compagnon évoqué par Isor, dont l'existence, bien que plausible, restait encore abstraite faute d'éléments concrets. Dans le même temps, la question du mobile prenait une importance croissante, car la jalousie, la trahison et la manipulation émotionnelle formaient un terrain propice à des débordements imprévisibles, ce qui rendait la version de Jérémie à la fois crédible et suspecte. Cette ambiguïté entretenait une tension permanente, où chaque réponse semblait à la fois éclairer et obscurcir davantage la vérité. À quelques mètres de là, dans un bureau plongé dans une semi-obscurité, Clément Baker tentait de trouver une forme d'apaisement en se convainquant du bien-fondé de sa décision de se retirer de l'enquête. Pourtant, cette mise à distance ne lui apportait aucun soulagement, car elle ne faisait que renforcer le sentiment d'impuissance qui le gagnait progressivement. Habitué à agir, à décider, à intervenir, il se retrouvait désormais contraint à l'attente, réduit au rôle d'observateur dans une affaire qui concernait directement son propre sang. Cette position lui était insupportable, d'autant plus qu'elle l'obligeait à accepter que d'autres prennent des décisions à sa place, sans qu'il puisse en influencer le cours. Dans ses pensées, une question revenait avec insistance, presque obsessionnelle. Et si Jérémie n'avait pas dit toute la vérité? Cette hypothèse, qu'il refusait d'admettre pleinement, s'imposait pourtant avec une force croissante, alimentée par son expérience et par les incohérences potentielles qu'il percevait dans le dossier. Cette lutte intérieure le fragilisait, car elle opposait son instinct professionnel à son attachement familial, créant une fracture difficile à combler. Pendant ce temps, Claudine poursuivait son combat avec une énergie qui semblait inépuisable, multipliant les démarches pour assurer la défense de Jérémie et contester les éléments à charge. Sa stratégie reposait sur une conviction forte, presque instinctive, que Jérémie était incapable de commettre un tel acte, et que l'enquête, en se focalisant trop rapidement sur lui, risquait de passer à côté de la véritable vérité. Cependant, au-delà de cette détermination, son engagement révélait également une dimension plus personnelle, car son opposition à Baker ne se limitait pas à un désaccord professionnel, mais traduisait une incompréhension plus profonde quant à sa manière de gérer la situation. Pour elle, le retrait de Baker n'était pas une preuve d'intégrité, mais une forme d'abandon, voire de lâcheté, qui trahissait une incapacité à affronter les réalités lorsqu'elles devenaient trop proches. Cette perception alimentait une colère qu'elle ne cherchait plus à contenir, et qui se manifestait dans chacune de ses interventions, donnant à son combat une intensité particulière, où la défense juridique se mêlait à un règlement de compte émotionnel. Dans un autre lieu, loin du commissariat mais tout aussi chargé de tensions invisibles, la prison continuait de jouer son rôle de théâtre parallèle, où les interactions humaines se construisaient sur des équilibres fragiles et des rapports de force implicites. Ève, après sa rencontre avec Romain, se retrouvait dans une position délicate, consciente d'avoir franchi une première limite sans mesurer pleinement les conséquences de son geste. Le simple fait d'avoir accepté de transmettre un message avait déjà modifié sa place dans cet univers, la faisant passer d'observatrice bienveillante à actrice potentielle d'un système de communication clandestin. Cette prise de conscience s'accompagnait d'une inquiétude diffuse, car elle comprenait que la demande de Romain ne s'arrêterait pas là, et que chaque nouvelle implication risquait de l'enfoncer davantage dans une situation qu'elle ne contrôlait plus. Dans la salle de cours, l'atmosphère restait tendue, notamment en raison des relations conflictuelles entre Alice et Armel, dont l'hostilité latente contribuait à maintenir un climat d'instabilité. Ève, en tentant de maintenir un cadre structuré, prenait conscience de la fragilité de cet équilibre, car il suffisait d'un élément perturbateur pour que la situation dégénère. Parallèlement, à l'extérieur, les dynamiques relationnelles continuaient d'évoluer, offrant un contraste saisissant avec la gravité de l'enquête. Manu Léoni, en accompagnant Charles dans ses activités sportives, cherchait à instaurer une relation de confiance basée sur des interactions concrètes, loin des tensions professionnelles. Cette approche, bien que simple en apparence, révélait une volonté de créer des repères stables dans un environnement marqué par l'incertitude. Les progrès de Charles à la boxe témoignaient d'une transformation progressive, renforçant l'idée que même dans un contexte difficile, certaines évolutions restaient possibles. Cette évolution trouvait un prolongement dans l'acceptation du dîner proposé par Ève, une décision qui, bien qu'anodine en apparence, traduisait une ouverture vers de nouvelles interactions. Dans le même temps, la réflexion de Muriel concernant le baptême de Thomas et le choix éventuel de Charles comme parrain ajoutait une dimension supplémentaire au lien qui se construisait entre les personnages, révélant une volonté de structurer des relations durables malgré les incertitudes. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une réalité s'imposait progressivement. Chaque décision, chaque interaction, aussi anodine puisse-t-elle paraître, contribuait à redéfinir les équilibres, dans un contexte où la vérité restait encore hors de portée,
mais où ses conséquences commençaient déjà à se faire sentir avec une intensité croissante. Alors que la nuit s'étirait lentement vers l'aube, une sensation d'étau invisible continuait de se resserrer autour de chacun, comme si l'ensemble des événements en cours finissait par converger vers un point de rupture inévitable. L'enquête sur la mort d'Isor ne se limitait plus à une simple succession de faits à analyser, mais devenait un révélateur des fragilités humaines, des loyautés mises à l'épreuve et des vérités que certains tentaient encore d'éviter. Au commissariat, la garde à vue de Jérémy entrait dans une phase plus délicate, car le temps jouait désormais contre lui, renforçant la pression exercée par les enquêteurs qui cherchaient à obtenir une version parfaitement cohérente des événements. Aude poursuivait son travail avec une précision méthodique, reprenant chaque détail du témoignage pour confronter Jérémy à des éléments qu'il ne pouvait plus éluder, tandis que Manu Léoni, plus silencieux, se concentrait sur l'évolution psychologique du suspect, observant les signes de fatigue et les variations dans son discours. Dans ce contexte, Jérémy apparaissait de plus en plus vulnérable, non pas nécessairement parce qu'il se contredisait, mais parce que la répétition de son récit commençait à perdre de sa spontanéité, donnant l'impression d'une construction maîtrisée plutôt que d'un souvenir vécu. Cette perception renforçait la méfiance des enquêteurs, qui savaient que la vérité, lorsqu'elle est sincère, conserve généralement une part d'imperfection, tandis qu'un récit trop lisse peut parfois cacher des zones d'ombre. La question de la dispute avec Isor revenait ainsi au centre des échanges, car elle constituait le dernier moment confirmé où la victime avait été vue vivante. Jérémy continuait d'affirmer que cette confrontation n'avait pas dégénéré, insistant sur le fait qu'il avait présenté ses excuses après avoir été blessé par la confession d'Isor, et que leur séparation s'était faite sans violence. Pourtant, dans l'esprit des enquêteurs, cette version restait fragile, car elle reposait uniquement sur ses déclarations, sans qu'aucun élément extérieur ne vienne la confirmer. Dans le même temps, l'absence d'identification précise de l'ancien compagnon d'Isor devenait un point de plus en plus problématique, car elle empêchait l'ouverture d'une piste alternative crédible. Cette lacune renforçait indirectement la position de Jérémy en tant que suspect principal, créant une situation où le manque d'information devenait lui-même un élément à charge. À quelques mètres de là, Clément Baker vivait cette progression de l'enquête comme une épreuve intérieure, oscillant entre la volonté de faire confiance à son neveu et la nécessité d'accepter les implications des faits. Son retrait officiel du dossier ne l'empêchait pas de suivre chaque évolution avec une attention presque obsessionnelle, comme s'il cherchait, dans les moindres détails, une preuve qui viendrait confirmer l'innocence de Jérémy. Cependant, cette attente devenait de plus en plus difficile à supporter, car chaque élément nouveau semblait renforcer les soupçons plutôt que les dissiper. Cette accumulation de doutes alimentait un sentiment d'impuissance qui contrastait violemment avec l'image de contrôle qu'il avait toujours renvoyée, révélant une fragilité qu'il n'avait jusque-là jamais laissé apparaître. Parallèlement, Claudine poursuivait son engagement avec une intensité qui ne faiblissait pas, multipliant les démarches pour construire une défense solide et remettre en question la logique même de l'accusation. Sa stratégie reposait sur une idée simple mais essentielle. L'enquête ne devait pas se contenter de la piste la plus évidente, mais devait explorer toutes les possibilités, notamment celles impliquant l'ancien compagnon d'Isor. Dans cette optique, Claudine insistait sur la nécessité d'élargir le champ des investigations, refusant que Jérémy soit considéré comme coupable par défaut en raison de sa proximité avec la victime. Cette position la plaçait en opposition directe avec la dynamique actuelle de l'enquête, créant une tension supplémentaire avec les autorités, mais renforçait en même temps sa détermination à défendre ce qu'elle considérait comme une injustice. Dans un autre registre, la situation d'Ève continuait d'évoluer de manière subtile mais inquiétante, car son implication dans les échanges entre Alice et Romain prenait progressivement une dimension plus complexe. Après leur première rencontre, l'idée de servir d'intermédiaire ne lui semblait plus aussi anodine, car elle comprenait que cette position impliquait une forme de responsabilité qu'elle n'avait pas anticipée. La demande de Romain, qui souhaitait aller au-delà des simples échanges écrits, résonnait désormais comme une invitation à franchir une nouvelle limite, et Ève se retrouvait face à un dilemme intérieur, partagé entre son désir d'aider et la conscience du danger. Cette hésitation traduisait une tension croissante, car elle sentait que chaque décision prise dans ce contexte pouvait avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Dans la prison, l'atmosphère restait marquée par une tension latente, notamment en raison des relations conflictuelles entre Alice et Armel, dont les échanges silencieux continuaient d'alimenter un climat instable. Ève, en tentant de maintenir une certaine neutralité, se retrouvait malgré elle au cœur de ces dynamiques, ce qui renforçait le sentiment qu'elle glissait progressivement vers une implication plus profonde. À l'extérieur, les trajectoires personnelles poursuivaient leur évolution, offrant un contraste saisissant avec la gravité de l'enquête.
Manu Léoni, en maintenant ses activités avec Charles, cherchait à préserver un équilibre, comme si ces moments permettaient de créer une forme de normalité dans un contexte où tout semblait instable. Cette relation, en se développant, contribuait à redéfinir les liens entre les personnages, introduisant une dimension plus humaine au milieu des tensions. Dans le même temps, la réflexion de Muriel concernant le baptême de Thomas continuait d'évoluer, révélant une volonté de structurer un cadre familial malgré les incertitudes. L'idée de choisir Charles comme parrain, encore en suspens, témoignait d'un besoin de stabilité et de continuité, comme si certains cherchaient à construire quelque chose de solide face à un environnement marqué par l'imprévisibilité. Ainsi, à mesure que les événements se développaient, une réalité s'imposait avec de plus en plus de force. L'affaire Isor ne se limitait pas à une simple enquête criminelle, mais devenait un point de convergence où se croisaient des enjeux personnels, émotionnels et relationnels, transformant chaque décision en un élément susceptible de modifier profondément l'équilibre fragile qui liait les personnages. À mesure que les premières lueurs du jour filtraient à travers les vitres du commissariat, une forme de lassitude s'installait chez tous ceux qui, de près ou de loin, restaient impliqués dans l'affaire Isor, sans pour autant atténuer la tension qui continuait de peser sur chaque décision. Cette fatigue, loin d'apaiser les esprits, semblait au contraire accentuer les doutes, comme si la nuit avait laissé place à une lucidité plus brutale, où chacun devait faire face aux conséquences possibles de ce qui était en train de se jouer. Dans la salle d'interrogatoire, Jérémy apparaissait désormais éprouvé par la longueur de la garde à vue, ses gestes devenant plus lents, ses réponses plus mesurées, comme si chaque mot était désormais pesé avec une prudence accrue. Cette évolution ne passait pas inaperçue pour Aude et Manu Léoni, qui percevaient dans ce changement à la fois les effets de la fatigue et une possible adaptation stratégique à la pression exercée. Dans ce contexte, l'interrogatoire prenait une dimension plus psychologique, les enquêteurs cherchant moins à obtenir de nouvelles informations qu'à tester la solidité du récit déjà fourni. Chaque détail était revisité, chaque enchaînement remis en question, dans l'espoir de faire émerger une contradiction ou une hésitation qui pourrait éclairer une zone d'ombre encore persistante. Jérémy, quant à lui, s'efforçait de maintenir une cohérence dans ses déclarations, mais cette constance, loin de dissiper les soupçons, contribuait paradoxalement à renforcer l'impression d'un discours contrôlé, soigneusement construit pour résister à l'épreuve du temps. Cette perception, bien que subjective, nourrissait la prudence des enquêteurs, qui savaient que la vérité pouvait parfois se dissimuler derrière une apparente stabilité. Parallèlement, la question de l'ancien compagnon d'Isor continuait de planer sur l'enquête comme une piste inachevée, dont l'absence de développement concret empêchait toute réorientation significative. Cette situation plaçait Jérémy dans une position particulièrement délicate, car faute d'alternatives crédibles, il restait le point central autour duquel s'organisaient toutes les hypothèses. Dans un autre espace du commissariat, Clément Baker vivait cette évolution avec une intensité silencieuse, tentant de contenir une inquiétude qui ne cessait de croître à mesure que les heures passaient. Son retrait officiel de l'enquête ne lui offrait aucun répit, car il restait profondément impliqué émotionnellement, analysant chaque information avec une attention presque obsessionnelle. Cette situation le plaçait dans une position paradoxale, car il se trouvait à la fois trop proche pour rester objectif et trop éloigné pour agir, ce qui accentuait le sentiment d'impuissance qui le gagnait progressivement. À travers cette attente, une forme de crainte s'installait, non pas seulement liée à l'issue de l'enquête, mais aussi à la possibilité que la vérité, quelle qu'elle soit, puisse altérer définitivement les liens familiaux. Dans le même temps, Claudine poursuivait son travail avec une détermination intacte, refusant de céder à la pression ambiante et s'efforçant de maintenir une ligne de défense claire et structurée. Pour elle, l'absence de preuves directes constituait un élément essentiel, qu'elle utilisait pour contester la logique d'une accusation reposant principalement sur des témoignages et des déductions. Son approche, résolument offensive, visait également à rappeler que l'enquête devait rester ouverte à toutes les hypothèses, notamment celle impliquant l'ancien compagnon d'Isor, dont le rôle restait encore flou. Cette position, bien qu'argumentée, la plaçait en confrontation indirecte avec le déroulement actuel des investigations, accentuant les tensions avec les autorités et, plus particulièrement, avec Baker, dont elle continuait de contester le retrait. Au-delà de l'aspect juridique, cette opposition révélait une fracture émotionnelle profonde, où les désaccords professionnels se mêlaient à des ressentiments plus anciens, donnant à chaque échange une intensité particulière. Claudine ne cherchait plus à dissimuler sa colère, considérant que la situation exigeait une prise de position claire, quitte à provoquer des conflits. Dans un registre différent, mais tout aussi révélateur des tensions en cours, la situation d'Ève évoluait de manière subtile mais significative. Après sa rencontre avec Romain,
elle se retrouvait désormais confrontée à une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer, celle d'une implication progressive dans un système de communication clandestin entre l'extérieur et la prison. Cette prise de conscience s'accompagnait d'un sentiment d'inconfort croissant, car elle réalisait que son rôle de simple intermédiaire risquait de se transformer en une responsabilité plus lourde, avec des implications qu'elle ne maîtrisait pas encore pleinement. Le fait que Romain ait exprimé le souhait d'aller au-delà de simples échanges de lettres renforçait cette inquiétude, laissant entrevoir des demandes futures potentiellement plus risquées. Dans la prison, l'atmosphère restait tendue, notamment en raison des relations conflictuelles entre Alice et Armel, dont les interactions continuaient d'alimenter un climat instable. Eve, en tentant de maintenir une position neutre, se retrouvait malgré elle au centre de ces dynamiques, ce qui renforçait le sentiment qu'elle s'éloignait progressivement de son rôle initial. À l'extérieur, les trajectoires personnelles poursuivaient leur évolution, offrant un contraste avec la gravité de l'enquête. Manu Léoni, en continuant d'accompagner Charles dans ses activités sportives, cherchait à instaurer une forme de stabilité, comme si ces moments permettaient de préserver un équilibre dans un environnement marqué par l'incertitude. Les progrès de Charles, perceptibles au fil des séances, témoignaient d'une évolution réelle, renforçant l'idée que certains parcours pouvaient encore se transformer malgré les difficultés. Cette évolution trouvait un prolongement dans la perspective du dîner avec Eve, qui, au-delà de son apparente simplicité, constituait un moment charnière dans la redéfinition des relations entre les personnages. Dans le même temps, la réflexion de Muriel concernant le baptême de Thomas continuait de s'affiner, révélant une volonté de structurer un cadre familial malgré les incertitudes. L'idée de désigner Charles comme parrain, encore en suspens, traduisait un besoin de stabilité et de continuité, comme si certains cherchaient à ancrer leur relation dans des repères plus durables. Ainsi, à travers ces différentes évolutions, une dynamique plus large se dessinait, où chaque personnage, confronté à ses propres choix, participait à la construction d'un équilibre fragile, menacé à tout moment par les révélations à venir. L'affaire Isor, en restant irrésolue, continuait d'exercer une influence diffuse, affectant non seulement ceux qui y étaient directement liés, mais aussi l'ensemble des relations qui gravitaient autour. À l'approche d'un nouveau jour, une impression d'instabilité persistante continuait de s'étendre, comme si les événements en cours avaient franchi un seuil à partir duquel aucun retour en arrière n'était possible. L'affaire Isor, loin de se clarifier, semblait au contraire s'enliser dans une complexité grandissante, où chaque élément, au lieu d'apporter des réponses, soulevait de nouvelles interrogations, renforçant l'incertitude qui pesait sur tous les protagonistes. Au commissariat, la garde à vue de Jérémy touchait à un moment charnière, car les heures écoulées avaient profondément modifié son état, tant physique que psychologique. La fatigue se lisait désormais dans chacun de ses gestes, dans la lenteur de ses réponses, mais aussi dans une forme de résignation contenue, comme s'il prenait progressivement conscience de la gravité de sa situation. Cette évolution n'échappait pas à Aude et Manu Léoni, qui percevaient dans cette fragilité une possible ouverture, tout en restant prudents face à un discours qui, malgré l'usure, conservait une certaine cohérence. Dans ce contexte, l'interrogatoire ne cherchait plus seulement à obtenir des informations, mais à éprouver la solidité du récit dans la durée, à vérifier si la version de Jérémy pouvait résister à l'accumulation de la fatigue et à la répétition des questions. Cette approche révélait une réalité essentielle de l'enquête. Au-delà des faits, c'était la crédibilité globale du suspect qui se construisait progressivement, influençant la perception que les enquêteurs pouvaient avoir de lui. Cependant, malgré cette pression constante, aucun élément décisif ne venait encore confirmer ou infirmer de manière irréfutable son implication, laissant l'affaire dans une zone d'incertitude où chaque hypothèse restait envisageable. Cette absence de certitude entretenait une tension diffuse, car elle empêchait toute conclusion rapide, prolongeant ainsi l'attente et les doutes. Dans un autre bureau, Clément Baker continuait de suivre l'évolution de la situation à distance, tentant de maintenir une posture de retrait qui lui était pourtant de plus en plus difficile à tenir. Cette distance, imposée par les circonstances, ne faisait qu'accentuer son implication émotionnelle, car il se retrouvait privé de toute capacité d'action, contraint de subir le déroulement d'une enquête qui touchait directement sa famille. Ce sentiment d'impuissance s'accompagnait d'une réflexion plus profonde sur les limites de son rôle, sur la manière dont les obligations professionnelles pouvaient entrer en conflit avec les liens personnels, et sur le prix à payer lorsque ces deux dimensions devenaient incompatibles. À travers cette épreuve, Baker se trouvait confronté à une remise en question silencieuse, qui dépassait largement le cadre de l'affaire en cours. Dans le même temps, Claudine poursuivait son engagement avec une intensité qui ne faiblissait pas, convaincue que la vérité ne pouvait émerger que si toutes les pistes étaient explorées avec la même rigueur. Son combat ne se limitait plus à la défense de Jérémy,
mais s'étendait à une critique plus globale du fonctionnement de l'enquête, qu'elle jugeait trop centrée sur une seule hypothèse. Cette position, bien que risquée, traduisait une volonté de rééquilibrer les forces en présence, en rappelant que l'absence de preuves formelles devait conduire à la prudence plutôt qu'à la précipitation. Toutefois, cette détermination s'accompagnait d'une tension persistante avec Baker, dont elle ne comprenait toujours pas la posture, estimant que son retrait constituait une forme d'abandon difficilement acceptable dans une situation aussi critique. Parallèlement, dans la prison, la situation d'Eve atteignait un point de bascule, car son implication dans les échanges entre Alice et Romain ne pouvait plus être considérée comme anodine. En acceptant de servir d'intermédiaire, elle avait déjà franchi une limite, mais la demande de Romain d'aller plus loin transformait cette implication en un véritable engagement, dont elle ne maîtrisait ni les contours ni les conséquences. Face à cette situation, Eve se retrouvait confrontée à un dilemme intérieur particulièrement intense, car elle devait choisir entre se retirer pour préserver sa sécurité ou continuer à s'impliquer au risque de s'exposer à des dangers qu'elle percevait sans pouvoir les définir clairement. Cette hésitation révélait une tension croissante, où la volonté d'aider se heurtait à une prise de conscience progressive des risques encourus. Dans l'enceinte de la prison, les relations entre détenus continuaient d'alimenter un climat instable, notamment entre Alice et Armel, dont les interactions restaient marquées par une hostilité latente. Eve, en tentant de maintenir un équilibre, se retrouvait de plus en plus impliquée dans ces dynamiques, ce qui renforçait le sentiment qu'elle s'éloignait de sa position initiale pour entrer dans une zone plus ambiguë. À l'extérieur, les trajectoires personnelles poursuivaient leur évolution, apportant des contrastes qui soulignaient la complexité de la situation globale. Manu Léoni, en continuant d'accompagner Charles, cherchait à maintenir une forme de normalité, comme si ces moments permettaient de créer un espace de stabilité dans un environnement marqué par l'incertitude. Cette relation, en se développant, contribuait à redéfinir les liens entre les personnages, introduisant une dimension plus humaine au milieu des tensions, tandis que la perspective du dîner avec Eve laissait entrevoir une évolution possible dans leurs interactions. Dans le même temps, la réflexion de Muriel concernant le baptême de Thomas continuait de s'inscrire dans cette recherche de stabilité, traduisant un besoin de structurer les relations dans un cadre plus durable, malgré les incertitudes qui pesaient sur l'ensemble des situations en cours. Ainsi, à l'issue de cette journée marquée par les doutes, les tensions et les décisions difficiles, une évidence s'imposait progressivement. Rien n'était encore joué, et chaque personnage se trouvait à un point de bascule où ses choix allaient déterminer la suite des événements. L'affaire Isor, en restant irrésolue, continuait d'exercer une influence profonde, transformant les relations, révélant les fragilités et préparant le terrain à des développements qui s'annonçaient encore plus déterminants.